Question obligatoire, les territoires de proximité en France. Un territoire de proximité peut se définir comme un espace que l'individu s'approprie par ses habitudes dans sa vie quotidienne. C'est donc un territoire centré sur le lieu de résidence qui peut être plus ou moins étendu. Mais une deuxième définition de territoire de proximité veut aussi que ce soit un territoire géré administrativement. Et c'est plutôt cette définition qui est retenue par les programmes pour cette leçon. Alors, la notion de territoire, notion BAC, c'est une portion de l'espace terrestre qui est appropriée par un ensemble d'individus qu'il aménage en vue de satisfaire ses besoins. Cela peut être aussi un territoire où s'exerce une gestion, une gouvernance, par exemple un État ou une collectivité territoriale. Grand 1, les collectivités territoriales des territoires de proximité. Alors, les territoires de proximité sont d'abord les nombreuses circonscriptions administratives qui découpent la France. On parle de circonscription comme d'une division d'un territoire à l'intérieur de laquelle une autorité administrative est compétente pour agir. Par exemple, le département est une circonscription parce que le conseil départemental est compétent pour agir. La région est une circonscription parce que le conseil régional est une administration compétente pour agir, etc. Parmi les différentes circonscriptions de l'espace français, on retrouve trois échelons de collectivités territoriales, d'où le petit 1, les différentes collectivités territoriales. Tout d'abord, la commune. La commune, c'est la plus petite collectivité territoriale française. Elle est née le 14 décembre 1789 et la France compte environ 36 700 communes, ce qui représente presque 40% de l'ensemble des communes de l'Union européenne. Ça veut dire que les communes françaises sont petites et qu'il y a un émiettement territorial des communes françaises. La loi du 5 avril 1884 organise les institutions communales. Le conseil municipal est élu au suffrage universel direct pour 6 ans. Il règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et le maire représente ses concitoyens, mais il représente aussi l'État. Il prépare et exécute les décisions du conseil municipal. Le département. Maintenant, ce niveau administratif a été créé en 1790, mais c'est la loi du 10 août 1871 qui donne au département le statut de collectivité territoriale. Il existe aujourd'hui 96 départements en France métropolitaine et 5 départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Le préfet représente l'État dans le département et le conseil départemental est élu pour 6 ans au suffrage universel direct. Il représente les citoyens et il gère les affaires du département depuis 1982. Chaque conseiller général représente un canton qui regroupe plusieurs communes. C'est ce qu'on appelle les élections cantonales. La région, maintenant. C'est la loi sur l'organisation territoriale de 2014 qui a diminué le nombre de régions. Il y en a 18 aujourd'hui, 13 métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. C'est la circonscription la plus récente, administrative la plus récente, car elle a été créée par la loi du 30 juin 1955. Un préfet, comme dans le département, représente l'État et les citoyens, eux, sont représentés par le conseil régional qui est élu au suffrage universel direct pour 6 ans depuis 1982. Le conseil régional euh, gère les affaires de la région par ses délibérations. Petit 2, la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales. Les compétences, ce sont des domaines d'action, des domaines d'intervention. En quoi telle ou telle collectivité territoriale est-elle compétente? Dans quel domaine a-t-elle la compétence administrative? Alors, on va faire de nouveau par commune, département, région pour les compétences. D'abord pour la commune,
La commune, c'est vraiment l'échelon de base, c'est-à-dire que la commune exerce des compétences de proximité. Elle s'occupe de l'entretien des écoles primaires et d'une partie de la voirie locale. Et puis, la commune aussi doit se doter d'un plan local d'urbanisme, qu'on appelle un PLU, qui est un document qui recense les différents terrains de la commune et leurs différents statuts, les espaces protégés, les espaces à bâtir, etc. Elle doit aussi se doter d'ailleurs d'un plan de prévention des risques, un PPR, qui est voté en conseil municipal. Enfin, c'est la mairie qui délivre des documents importants pour la vie locale, l'état civil ou encore les permis de construire. Les compétences du département s'exercent dans trois grands domaines. D'abord, les prestations d'aide sociale. Presque la moitié des dépenses des départements est consacrée à la solidarité et à la famille. Aide à l'enfance, puisque le département finance les réseaux de protection de l'enfance. Aide aux personnes âgées, les départements financent les maisons de retraite. L'allocation handicapée aussi est versée par les départements. Et également le RSA. Euh, Deuxième domaine de compétence, l'éducation et la formation. En effet, le département s'occupe de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des collèges. En matière de transport, enfin, le département s'occupe de la voirie départementale et organise les transports scolaires. La région maintenant. La région a des compétences tout à fait considérables qui s'exercent dans différents domaines. Le premier domaine, c'est le domaine économique et le domaine de l'aménagement du territoire. En effet, la région peut donner des aides économiques aux entreprises et elle doit également élaborer un plan, un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, le SRADDT. En fait, ce document définit les objectifs de localisation des grands équipements, notamment par exemple dans le domaine des transports. Deuxième domaine de compétences, le domaine éducatif et le domaine de la formation professionnelle. La région finance la construction, l'équipement et le fonctionnement des lycées, mais la région a aussi un rôle de premier plan pour la formation professionnelle, car elle définit notamment les actions professionnalisantes pour les jeunes et les adultes. Dans le domaine de la culture, de la vie sociale, de la jeunesse, des transports et des loisirs, la région a là aussi des compétences. Et enfin, dans le domaine des transports, depuis 2002, notamment les régions vont gérer les TER, transports express régionaux, et les LER, lignes express régionales, souvent des bus. Grand 2, les nouvelles dynamiques des territoires de proximité en France. Tout d'abord, petit 1, le rôle de plus en plus important de l'intercommunalité. On entend par intercommunalité, et c'est une notion bac, les différentes formes de coopération entre les communes. L'intercommunalité permet donc aux communes de mettre en commun des moyens humains et financiers pour construire un même projet de développement. Alors là, ça va être un petit peu technique, il faut être un peu attentif. Les communes qui font partie d'une intercommunalité se regroupent au sein d'un EPCI. Donc lorsque les communes font partie d'une intercommunalité, elles sont forcément dans un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. C'est la loi de 1999 qui définit trois structures de PCI. On va voir qu'il y en a aussi une quatrième. Trois structures de PCI. La première, ce sont les communautés de communes. Ça concerne essentiellement les régions rurales et ça rassemble les petites communes. Le deuxième type de PCI, mais qui est toujours une intercommunalité, les communautés d'agglomération, qui doivent comporter au moins 50 000 habitants, et la ville la plus importante doit regrouper au moins 15 000 personnes pour avoir ce statut-là de communauté d'agglomération. La communauté urbaine concerne les agglomérations d'au moins 500 000 habitants. Or, la loi de 2010, qui a été modifiée en 2014, fonde un nouvel EPCI qui est la métropole. La métropole regroupe des communes mitoyennes sur la base du volontariat. Et la métropole est une intercommunalité aux compétences très étendues. Alors, les différentes coopérations intercommunales, les différents EPCI
doivent répondre aux défis du développement et de l'aménagement du territoire. Ensemble, on peut dire qu'elles forment des réseaux territoriaux. Alors, la notion de réseau territorial, c'est un ensemble de territoires entre lesquels, attention, j'ai fait une petite faute, lesquels c'est au masculin bien sûr, se développent des relations plus ou moins fortes. Petit 2, les politiques d'aménagement des territoires en faveur des territoires de proximité. Alors, ces territoires de proximité doivent répondre à plusieurs enjeux en termes d'aménagement des territoires. D'abord, de nouveaux enjeux en matière d'aménagement. Ainsi, les collectivités territoriales, les communautés de communes, les communautés d'agglomération élaborent des chartes de territoire. Les chartes de territoire, ce sont différents types de documents, mais qui anticipent les évolutions futures. Par exemple, ces chartes vont prévoir l'accueil de nouveaux résidents, ou ces chartes vont prévoir une meilleure coordination des réseaux routiers. De plus, ils organisent des plans de gestion des risques ou valorisent le patrimoine naturel et historique afin de favoriser le tourisme. Il s'agit également, pour les territoires de proximité, d'organiser un développement à l'échelle européenne, puisque l'État et les régions doivent tenir compte des plans de développement conçus par l'Union européenne, et notamment les fonds financiers européens interviennent particulièrement au niveau des régions pour développer tel ou tel projet, soit un projet touristique, un projet urbain, enfin, etc. Grand 3, le rôle de l'État dans le maillage territorial français, puisque ces territoires de proximité sont tout à fait en relation aussi avec l'échelon central que représente l'État. Petit 1, les politiques de décentralisation et de déconcentration. Alors, on entend par la décentralisation le transfert de compétences jusque-là assumées par les ministères centraux et qui est désormais dévolu, c'est-à-dire donné, aux échelons territoriaux inférieurs, la région, le département, la commune, les communautés de communes, enfin l'intercommunalité plus largement. Ainsi, depuis 1982, l'organisation du territoire s'est considérablement modifiée puisque, en fait, il y a eu la décentralisation des compétences de l'État et donc l'État centralisé a abandonné une partie de ses pouvoirs au profit des collectivités territoriales et il n'est donc plus le seul décideur. Les départements et les régions ainsi que les communes ont reçu de nombreuses compétences nouvelles pour gérer leur développement territorial à l'échelon local. Plusieurs lois organisent la décentralisation, notamment les premières lois, ce sont les lois de 82-83. Elles ont été complétées par les lois de 95 et de 99, j'en ai parlé tout à l'heure, et également les lois de 2002-2003 qui vont renforcer notamment les compétences régionales. Mais ce transfert se fait aussi par la déconcentration. Alors, la déconcentration, c'est le transfert à des organismes locaux d'activité à des organismes locaux de compétences jusque-là centralisées. C'est-à-dire que la décentralisation concerne des domaines d'action, les transports, la voirie, etc., les écoles, alors que la déconcentration concerne des services de l'État qui maintenant sont localisés dans les plus grandes communes, dans les départements ou dans les régions. En effet, depuis 1992, l'État s'est engagé donc dans une politique de déconcentration de son administration. C'est-à-dire que les ministères situés à Paris conçoivent et concentrent et contrôlent les différentes mesures au niveau national, mais celles-ci sont appliquées au niveau plus local par des services locaux, départementaux, régionaux. Donc je résume parce que souvent vous confondez les deux notions. La décentralisation concerne des compétences, la déconcentration concerne des administrations, des structures. Petit 2, l'État reste quand même le garant de la cohérence des territoires de proximité. En effet, l'État doit veiller à maintenir une équité dans l'organisation des pouvoirs des territoires de proximité, pour qu'aucun territoire ne prenne trop de retard entre guillemets sur un autre. Par exemple,
l'État finance le plan Internet haut débit qui est prévu pour couvrir toute la France. De même, certains projets locaux, de toute façon, ont une portée nationale. C'est le cas par exemple des projets de développement des transports et des équipements qui sont financés à la fois par l'État, les régions, les départements, les intercommunalités, voire même par les communes. Par exemple, les lignes à grande vitesse, LGV. Enfin, l'État doit répartir les aides de l'Union européenne destinées au développement des territoires. Enfin, petit 3, l'État est le partenaire des collectivités territoriales. En effet, l'État continue d'intervenir en participant à des programmes nationaux et surtout à des projets locaux qu'il va financer avec les collectivités territoriales. Ainsi, il va compléter les ressources financières des collectivités territoriales. Alors, ces ressources financières proviennent de trois sources. D'abord, la fiscalité locale qui est perçue sur les revenus des ménages et des entreprises. Or, cette fiscalité locale, oui, la notion de fiscalité d'abord. La notion de fiscalité, c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires qui est approuvé par le Parlement, par la loi de finances à l'automne, et perçu par l'administration fiscale. Ces prélèvements obligatoires sont composés d'impôts directs, l'impôt sur le revenu par exemple, ou d'impôts indirects comme la TVA qui est payée sur les produits courants. Donc cette fiscalité locale ne suffit pas à abonder les ressources financières des collectivités territoriales, donc il va y avoir également des dotations financières de l'État. L'État fournit des dotations financières aux collectivités territoriales pour compenser les nouvelles dépenses dues au transfert de compétences. Et puis, des emprunts sont également souscrits par les collectivités territoriales. Voilà, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser des questions ou pour des choses qui vous paraissent encore un petit peu obscures ou pour simplement des remarques.